Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, Interaction saison 2, puisqu'on repart pour une nouvelle saison avec cette émission interactive, votre émission. Je vous invite d'ailleurs à nous poser, à nous challenger toutes vos questions durant cette demi-heure entre midi et demi et 13h tous les vendredis. Et puis bien sûr ce fond complètement transparent que nous pilotons depuis maintenant plusieurs mois en compagnie de nos amis gérants Thomas et Paul. Bonjour messieurs. Bonjour. Hubert Tassin, notre aiguillon, notre analyste, notre tête chercheuse. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Et il s'est passé des choses entre la saison 1 et la saison 2, entre la saison 1 et la saison 2, comme dans les séries américaines, puisque Interaction maintenant revient au-dessus de l'indice. Donc on va comprendre pourquoi, quels sont les enjeux, les tenants, les aboutissants, et puis bien sûr voir comment on va essayer de maintenir cette avance au cours de cette saison. C'est tout l'enjeu d'Interaction. Ça commence tout de suite avec, bien sûr, la revue de presse. Une revue de presse de l'actualité, quelles sont les grandes tendances. Hubert, qu'est-ce que vous avez noté cette semaine ? Écoutez, quelle agitation, des séances à -2 et des séances à +2% qui se poursuivent les unes après les autres. Et puis toujours un peu l'emprise de la peur. L'emprise de la peur, on va en parler sur les décisions des banques centrales. L'emprise de la peur, depuis 2 jours, les marchés chinois sont fermés. Lundi, le marché américain va être fermé, donc c'est pas le moment où les gens ont envie d'être trop en position. Donc entre 2 et 2,5% de baisse sur la plupart des marchés européens, un peu moins en Italie et en Allemagne. D'ailleurs, près de 2% de baisse aux États-Unis aussi. Donc la séance d'aujourd'hui est marquée par des statistiques de marché de l'emploi et par le fait qu'on ne cote pas lundi, alors qu'on reprend les cotations en Chine. Donc tout ça fait beaucoup. C'était Draghi qui s'exprimait cette semaine. Voilà. Alors, bon, ça... Alors, autre chose, juste un tout petit point. Le pétrole, qui a fortement remonté, je pense personnellement, notamment sur la pression de rachat de vendeurs à découvert, à la fois des industriels, parce que les exploitants de gaz de schiste sont vendeurs de pétrole à découvert, donc ils peuvent aussi racheter leur position sans mettre le puits en marche. Donc ça a des effets de jeu compliqués. Donc autour de $50 le Brent. On discute autour de ce niveau-là. On a quand même l'impression que c'est plutôt réorienté à la baisse. Et puis, donc, les banques centrales ont un tout petit peu parlé. Le beige book, comme on l'appelle, de la Fed, mercredi, qui a donné l'état ou le jugement de l'état de l'économie. Donc la Chine et l'Asie a une influence, c'est pas tout à fait une surprise, le marché de l'emploi va bien. Et puis, M. Draghi a parlé hier. Monsieur Draghi, qu'est-ce que vous retenez, Paul, de l'intervention de Mario Draghi ? En fait, Draghi est dans la lignée de Jackson Hole, dont on parlait la semaine dernière. Jackson Hole, ça a été l'occasion de dire que finalement la Fed pouvait temporiser, que le rythme de croissance de hausse des taux ne serait pas nécessairement brutal et violent, qu'il serait ce que pense le marché plutôt relatif. Et donc, la question qui se posait pour M. Draghi, c'était de gérer la parité de change entre l'euro et le dollar. Donc de marquer à la culotte, sans jeu de mots, Madame Yellen. Tout à fait, et de dire qu'on était bien dans des logiques accommodantes aussi en Europe, et il a donc évoqué finalement le fait de pouvoir rallonger la période de quantitative easing. Est-ce que c'est pas aussi une preuve d'impuissance, comme certains commentateurs le laissent entendre, en disant finalement cette croissance européenne a du mal à enclencher ? Alors personnellement, je ne le pense pas du tout. Je pense que c'est plutôt le fait d'acter qu'on passe d'un monde où l'inflation faisait peur à un monde où la déflation faisait peur. Et c'est pour ça que j'ai proposé de regarder quelques Alors, on va dessins, les découvrir ensemble. Quelques graphiques qui sont un peu compliqués en apparence. On reprend, les rendre limpides. On est dans la situation où on a l'ensemble des hausses des taux des 25 dernières années conduites par la Fed, et on voit que finalement la Fed, en général, remonte ses taux en 18 mois d'à peu près 4%. Ce qui veut dire des mouvements rapides, brutaux, violents, et il faut un ajustement du marché obligataire assez violent derrière. Donc c'est le rouge. Et en janvier, on était exactement dans cette anticipation de la Fed, avec finalement des taux qui sont plutôt autour de 3,75% de hausse sur les 18 mois qui viennent. Et puis progressivement, on a vu son jeu changer. Le marché, lui, déjà en mars 2015, était plutôt dans le bas de fourchette, et il n'a fait que s'ajuster vers le bas. C'est ce qu'on voit dans le deuxième graphe, en fait, où là on voit finalement l'anticipation telle qu'elle était
Alors, la ligne rouge en continu, c'est si on prend les membres du board de la Fed qui ont les anticipations les plus élevées, les plus agressives, on voit très clairement qu'on est assez haut et qu'on remonte vers 4,5%. Si en revanche, on prend au mois de juin les anticipations des membres les moins agressifs, on est dans un schéma où finalement la hausse des taux est de l'ordre de 25 centimes tous les 4 mois. Donc ce que vous nous dites, c'est que par rapport à la tradition de la Fed, là, on est dans une hausse moins violente, plus douce, en pente douce. Tout à fait, tout à fait. On est dans un schéma qu'on voit sur cette ligne continue qui est anticipé par le marché de 25 centimes tous les 4 mois. Mais alors, est-ce que ce n'est pas justement la preuve que ces politiques monétaires très accommodantes ne fonctionnent pas aussi bien que voulu? Parce que si ça marchait bien, on serait obligé de remonter, comme d'habitude, les taux de façon un peu plus brutale. Je prendrais le contre-pied et je dirais c'est plutôt la preuve que les politiques monétaires pour lutter contre l'inflation ont fonctionné, qu'aujourd'hui on n'a plus peur de l'inflation et donc on n'est plus dans des schémas de devoir lutter contre cette inflation, on a plutôt peur de la déflation et donc on veut éviter de sombrer dans des schémas qui seraient déflationnistes et qui seraient précipités par une hausse trop brutale. Bon, je vous embête avec une dernière question, mais l'inflation souvent c'est le signe que l'économie va bien, qu'il y a de la pression dans les tuyaux. Et justement, le fait qu'on n'ait plus peur de l'inflation, c'est qu'on se dit, bon, la croissance, elle est quand même un petit peu faiblarde. L'inflation, c'est plus le signe de la surchauffe que de l'efficacité. C'est un manque d'efficacité, finalement. Donc, on peut très bien avoir une croissance qui est saine, sans inflation, et c'est ce qu'on est en train de découvrir peut-être. Hubert, Thomas, vous partagez... Je partage assez l'opinion de Paul. Il faut noter qu'on est dans une situation politique qui est un peu compliquée, c'est que la Fed, généralement, ne monte pas ses taux dans les 6 derniers mois avant une élection présidentielle. Donc, ce qu'elle peut faire, il faut que ce soit fait en mai-juin, et donc c'est plutôt les 0,25 chaque année. Par ailleurs, c'est compliqué quand même pour une banque centrale de monter ses taux quand l'inflation est basse. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même qui a été donnée par le patron de la Fed. Il y a un début de commencement de hausse de salaire. Donc on est bien dans ce fameux schéma qui rapatrie vers les économies développées la valeur ajoutée. On est dans ce schéma-là et on commence à le sentir aux États-Unis. Alors cet après-midi, on aura les salaires hors agriculture, mais qui confirme cette tendance. C'est vraiment une nouvelle tendance. Thomas, je sais que vous aimez les tendances longues, les sous-jacents importants. On l'a rappelé plusieurs fois au cours des épisodes d'interaction. On parle de l'indicateur des salaires et dans le même temps on parle de plus en plus d'une tendance longue qui est la fin du salariat tel qu'on le connaissait, l'automatisation de beaucoup de tâches, les voitures, les taxis qui vont se conduire tout seuls, on caricature un peu, mais on voit qu'il y a ce monde qui est en train de poindre avec justement cette crainte que l'économie d'aujourd'hui ne produira pas forcément autant d'emplois qu'avant. Est-ce que ça aussi on le prend en compte dans l'interaction ? Alors dans Interaction, effectivement, on a regardé toutes les grandes tendances. On a vu celle sur l'énergie, qui est quand même une des grandes surprises. Je pense que s'il y a 2 ans, on s'était retrouvé autour de cette table avec à parler d'un baril sous les $50. D'un baril sous les 50 et qui est passé même sous les 40. On nous aurait pris pour des fous. En tous les cas, les gens de Goldman Sachs annonçaient 250. Et c'est pour ça que je vous pose cette question sur les robots, la fin du travail tel qu'on le connaissait et les salaires qui pourraient ne pas être reflatés comme on l'imagine. Je ne crois pas. Je pense que comme vous avez un univers aussi peu inflationniste que celui qu'on connaît, vous avez une augmentation de salaire de 0,5 à 1%, c'est déjà considérable. Évidemment, ça ne paraît pas facialement énorme, mais en termes de pouvoir d'achat, c'est relativement important. Et vous y ajoutez la dimension de baisse des prix de l'énergie, qui était une composante non négligeable des dépenses des ménages, vous vous retrouvez avec des ménages qui ont un gain de pouvoir d'achat qui va être supérieur à l'augmentation des salaires. C'est cet effet cumulé qu'on joue, y compris sur le rapatriement de la production, en tous les cas des actifs à forte valeur ajoutée dans nos régions. On le voit avec les avions, on le voit avec un certain nombre d'activités à gros contenu technologique. Donc pour l'instant, ça se valide. Maintenant, est-ce que ça va créer beaucoup d'emplois ? Probablement pas. Et donc de la déflation potentielle aussi, ce manque d'emploi ou de croissance. Probablement plus de réflation que de déflation, de mon point de vue. Et donc je crois qu'il va falloir en revanche s'habituer à essayer de créer on va avoir besoin d'emplois à fort contenu technologique. Donc on rejoint une tendance longue de nos pays qui va être celle de l'éducation.
thème extrêmement important qui n'est pas pour l'instant présent Dans Interaction, puisqu'il faut trouver des véhicules d'investissement. Mais de toutes les façons, si les entreprises ne trouvent pas ces ressources, elles iront les chercher ailleurs. Regardez ce qui se passe sur le drame qu'on connaît aujourd'hui avec les immigrants. Les Allemands sont en train, entre guillemets, on va retirer l'expression ou le côté assez moche de l'expression, ils sont en train de faire leurs courses dans les immigrants avec des diplômés qui arrivent, qui vont être opérationnels tout de suite. On est en déficit de stagiaires en Allemagne, ils sont en train de les trouver. C'est une façon de voir les choses, mais je crois que la demande est là pour trouver des gens qualifiés. On voit bien qu'ils les récupèrent tout de suite. Et j'ajouterais que je pense qu'il faut faire très attention à la qualité de la baisse du chômage. C'est-à-dire qu'en fait, si cette baisse du chômage est obtenue par des emplois qui sont plutôt précaires et qui ne créent pas autant de valeur, à ce moment-là, on a un problème à terme et on a un risque inflationniste. Si on est dans un schéma où finalement on crée de la valeur en créant de l'emploi, alors on est dans un schéma qui est très positif. Voilà ce qu'on pouvait dire. On a été un peu loin de la macro traditionnelle et des taux d'intérêt, mais c'est des sujets qu'on aime bien aborder parce que, en effet, ces tectoniques permettent bien de se positionner sur des valeurs intéressantes. On passe tout de suite à notre rubrique tableau de bord. Alors on commence avec le tableau global des feux, un tableau qui fait la comparaison entre cette semaine et puis avant l'été. Avant l'été, en fait, au début des vacances. C'est finalement une comparaison. Il ne s'est rien passé sur la semaine. Donc, ce qui était intéressant, c'est de comparer la situation aujourd'hui de celle qui était début juillet, voilà. À début juillet, au cœur de la crise grecque, où tout semblait être proche du précipice. On voit très clairement que finalement, il y a eu des améliorations, il y a eu des détériorations. Globalement, plus de détérioration que d'amélioration, on dirait, parce qu'un seul mouvement vers le vert et 4 mouvements vers la détérioration. Je crois que le point le plus important, c'est que le niveau de perturbation s'est accru. Et finalement, l'aversion au risque a reculé, alors que la partie stress de financement s'est améliorée. Donc en fait, le stress de financement, c'est la liquidité disponible pour l'économie. En fait, on est dans une phase d'amélioration, et c'est pour ça que je propose de pointer plus particulièrement le sentiment économique, où l'on voit là clairement qu'on est quand même dans une amélioration, malgré les bruits qu'on peut entendre et les excitations qu'on peut avoir. Finalement, on est dans une amélioration, et cette amélioration, si on regarde un peu plus finement, elle est toujours dans les pays occidentaux, certes, mais surtout, finalement, on a un arrêt de la détérioration du sentiment économique dans les pays émergents. On rappelle comment il est mesuré, ce sentiment économique. Alors, interviennent dans ces données-là les ISM, c'est-à-dire les indicateurs d'achat. Voilà, les indicateurs anticipés de l'économie, interviennent aussi des éléments en matière de taux et d'anticipation de taux. Et vous ne pensez pas qu'il y a une certaine inertie avec ce sentiment économique et que cette crise chinoise peut-être va nous donner un sentiment économique dégradé au mois d'octobre, au mois de septembre? Pas nécessairement, parce qu'en fait, finalement, il y a aussi un autre aspect sur l'ensemble de la zone émergente qui est la perspective de taux qui peuvent baisser, comme l'a annoncé le Brésil récemment. Donc, c'est des choses qui finiront par avoir des effets retardés, donc c'est des indicateurs avancés, mais je pense que c'est important pour soutenir le marché. Thomas. Oui, et dans le même temps, on est en train tous, à nos échelles respectives différentes, les entreprises, les ménages, de connaître cette baisse du prix de l'énergie. On le voit bien aujourd'hui, clairement, la baisse du prix de l'essence, ceux qui chauffent au fioul ou même la cuve d'hiver, oui. Ou même au gaz, exactement, vont avoir une assez bonne surprise. Ça tombe bien, parce que celle des impôts était plutôt un peu salée, enfin, en tous les cas pour certains. Toujours est-il que, moi, ce que je vois, c'est qu'on a économiquement, on ressent les choses. Et le plus dur, parce que les sentiments, c'est bien, mais la réalité, c'est pas mal non plus. Et la réalité, c'est celle-là. On commence à voir des baisses du prix de l'énergie, des entreprises, on le verra tout à l'heure, qui connaissent ces baisses des prix de l'énergie, l'ajustement sur les devises. Tout ça est plutôt bon pour les comptes de résultats et aussi, je pense, pour les comptes de résultats des particuliers. Et on le voit même aux États-Unis, où les chiffres de l'investissement non résidentiel sont revenus en hausse. Ça, c'est quelque chose de positif. Tout est en hausse. Ce qui veut dire qu'on n'est plus
uniquement à se concentrer sur l'épargne, on commence à transférer ce gain de pouvoir d'achat sur quelque chose qui est dans la durée. Le marché automobile américain, Voilà. qui est au plus haut depuis 2005, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un indicateur. Là, Ouais. Bon, tout de suite la météo, on reste en mode 3. Tout à fait. Voilà, sans surprise. Voilà ce qu'on Sans pouvait dire. surprise, vu Donc, les tensions pour actuelles. les feux, passer voilà, la météo, on l'a vu passer, météo des plages Voilà. et des bourses. On passe tout de suite à notre rubrique performance. Alors, une performance d'interaction. Thomas, je vous laisse commenter celle-ci. Oui, alors hier soir, Interaction était en hausse de 12,27% contre un indice de référence qu'on a l'habitude de mesurer ici, dividende réinvesti, de 10,91. On confirme l'écart qu'on a creusé, notamment pendant cet été, notamment pendant la crise et depuis mi-juillet à peu près. Cette semaine, on voit qu'on a un recul du fonds de 0,11 quand le CAC 40, lui, a reculé de 0,46. Comme on l'a dit, le stock picking est en train vraiment de délivrer son maximum. C'est plutôt bon pour nous. On a vu, notamment cette semaine, des titres comme EDF, GDF et EDF avec son actualité récente, j'allais dire une fois de plus, confirme les difficultés qu'elle a. GDF, Engie, pardon, confirme que la baisse du prix de l'énergie, c'est pas facile à ne pas répercuter sur ses clients. Donc à un moment donné, les clients sont demandeurs. Voilà. Et puis Total qui subit un coup la hausse, un coup la baisse. Mais voilà, sur Total, on a un avis un petit peu différent. Voilà. Alors, on va voir les performances, hein, justement, la ventilation de ces performances au sein du portefeuille. Voilà, vous y êtes habitué maintenant. La colonne la plus intéressante, Alors, on va voir les performances. Là, on a en effet les secteurs, mais d'abord... Voilà, on va aller directement peut-être au performances, titre, si oui. vous voulez bien. Donc, Zoé va nous envoyer voilà. ça. Voilà, super, merci. Zoé. Alors, qu'est-ce qu'on constate cette semaine? On constate une progression substantielle, c'est l'avant-dernière colonne des contributions, c'est celle qui nous intéresse. Chargeur, qui fait un parcours remarquable, là, depuis quelques jours, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une hausse de 9% sur une semaine où l'indice est à 0, donc ça se ressent tout de suite. Le groupe Eurotunnel qui se reprend après des corrections un peu substantielles. Un chiffre d'affaires exceptionnel au mois de juillet et au mois d'août. Et voilà. On n'a jamais autant emprunté le tunnel. Et les marchés l'ont d'autant plus salué qu'on avait peur d'un petit effet immigrant à Calais. Exactement. Pour l'instant, on ne le voit pas. KPN Infineon, c'est plus du rattrapage. Elles avaient été fortement sanctionnées. Et puis, je m'en voudrais de pas souligner la progression de Rheinmetall. Ouais. Qui progresse de plus de 40% depuis le début de l'année. On a acheté ce titre dans des très bonnes conditions et il nous aide toujours beaucoup. Et puis à l'autre bout du spectre, si j'ose dire, à la veille du lancement de James Bond, Telefonica et Vivendi. Telefonica repli de 5%, des craintes sur l'impact de l'Amérique latine sur les comptes de Telefonica. On va probablement s'en séparer, c'est une annonce. Et Vivendi Universal qui a annoncé des résultats qui étaient plutôt conformes, qui est en train de devenir, et vous le savez vous, homme de médias, que quelque chose d'assez dense. Ça va plutôt un conglomérat. On revient à ce que Jean-Marie Messier avait imaginé il y a 12 ou 13 ans. Oui, avec un capitaine quand même qui prend la barre bien en main, hein, Bolloré, qui laisse pas de détails lui échapper. Oui, parce que la différence entre Bolloré et Jean-Marie Messier, c'est probablement que Bolloré, c'est son argent. Donc il est un petit peu plus regardant sur les résultats opérationnels. On voit la reprise en main. On a du Bolloré hein, d'ailleurs aussi. On a du Bolloré, dont on n'a pas à se plaindre d'ailleurs. Et on voit la reprise en main clairement dans tous les métiers. Donc c'est pour ça qu'on va probablement garder... Bon, Alors, on commentera sans doute... Sur Telefonica, on peut le dire rapidement. Orange va introduire son ancienne filiale et celle qu'il a achetée, qui s'appelle Jastel, qui opère en Espagne. Donc on va avoir un pur player espagnol. Et en face, on a Telefonica qui a 50% grosso modo d'Amérique latine et qui prend en pleine figure le ralentissement. Voilà. D'accord. Vous nous avez apporté aussi le top 10 Et oui, depuis le début de l'année. Le top 10 des contributions, et des bonnes et des mauvaises, parce qu'il n'y a pas que des bonnes affaires. Il faut le savoir. Alors, vous voyez que dans nos meilleures contributions, il y a un titre qu'on a su vendre,
je le dirai tout à l'heure, je le reprendrai, c'est Renault. Une contribution de 1,29%, c'est considérable. 0,84 en relatif, c'est beaucoup. C'est 10% de la performance du fonds. Oui, aujourd'hui. On l'a donc su prendre des bénéfices, on le répétera jamais assez, il faut savoir vendre, c'est le plus dur dans notre métier. Acheter, c'est relativement simple, vendre, c'est le plus dur. Capgemini aussi est un gros contributeur. Airbus, dont on a été sorti, sur lequel on est revenu il y a une semaine. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, toujours, deux titres dont nous nous sommes séparés, Santander et Solvay. On a bien fait dans les... Et Néopost en même 3. Et Néopost, qui connaît un rebond aujourd'hui, mais Néopost, on l'a vendu alors qu'elle progressait, elle était en hausse, on l'a vendu quand même 20% plus haut qu'aujourd'hui. Donc, même malgré son rebond de 14% du jour, on reste... plutôt pas trop mal. Voilà donc pour les arbitrages, on va tout de suite, non pas les arbitrages, les performances, c'est-à-dire le passé, on va s'intéresser à l'avenir avec la gestion. Un petit mot quand même de l'historique, des grands arbitrages qui ont eu lieu ces dernières semaines avec pas mal de mouvements, on va le voir sur ce tableau. Oui, vous voyez grosso modo depuis qu'on a repris l'émission, on a vendu des contrats CAC qu'on avait achetés. Et puis on s'est renforcé en Airbus, en Essilor et Total pour jouer le mouvement indiciel. Je rappelle que ça, il s'agit d'un mouvement tactique et pas stratégique, pas forcément long terme, probablement parce qu'on imagine qu'on va avoir un rebond assez important sur Total ponctuel, même si donc c'est pour se couvrir en fait. Oui, c'est quasiment pour se couvrir. Sanofi, il s'agissait de prendre des bénéfices. La Score également, et Vivendi, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vendu avant les résultats. On a vendu une partie avant les résultats, ce qui était plutôt dans le bon timing. Bon, justement, arrêtons-nous sur Vivendi. Donc on l'a un peu défloré. Donc des résultats. Une reprise en main de Canal+. Est-ce qu'on y voit plus clair maintenant, Hubert, dans cette stratégie de Vincent Bolloré ? Oui, effectivement, ce que disait Thomas, on est sur cette fusion des médias, de faire un très très grand groupe de médias. Ça se fait pas en 3 minutes. Le redéploiement de Canal+, ça va être un truc qui est assez compliqué. Ça fait du bruit dans le bilan d'Ernaud, mais c'est quand même compliqué. C'est une affaire qui va moins bien. C'est ce qui a déçu dans les résultats. Dans les résultats, on a vu très bons résultats d'Universal et Canal qui pèse. Avec l'idée de faire travailler ces différents médias, la musique par exemple, la télé, davantage ensemble. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors, il y a une étude des analystes de Natixis cette semaine qui disent que c'était gros. Ils l'ont pas titré comme ça, mais c'était Messi avait raison. Il aura raison en 2022. Donc, on a un peu de temps. Mais alors. Ce qui trouble le jeu, c'est que vous avez cette stratégie-là, et puis vous avez Bolloré reste Bolloré, il fait des opérations éventuellement financières. Donc, quand on vend du téléphone et qu'on se cherche à en racheter, ça perd un peu les gens. C'est pas un pure player. Non, c'est pas un pure player, mais rappelons-nous le prisme africain de Bolloré. Que fait-il avec Canal ? Je pense qu'il vise l'Afrique. Je pense aussi. Pour relancer, d'abord, il concentre les savoir-faire en disant si les gens tiennent vraiment aux émissions, ils s'abonnent. On arrête de les laisser en clair. Est-ce que cette stratégie fonctionnera ou pas ? Nous le verrons. Et puis il y a le pas vers l'Afrique avec Canal qui était déjà un petit peu implanté. Mais l'objectif c'est de les implanter beaucoup plus. Et moi je suis assez intéressé par ce pari-là. Je pense que ça peut être un bon point d'entrée. L'Africain, qu'est-ce qu'on fait ? Donc Vivendi, on a vu qu'on s'était un peu allégé. Il nous en reste 3% à peu près. Alors on va les garder quand même. On considère qu'on a encore du potentiel dessus, mais on l'allège à mesure. C'est-à-dire, c'est à défaut d'avoir d'autres idées, pour être clair. C'est un petit peu, plutôt que d'avoir de l'indice, on ne va pas vendre ça pour avoir de l'indice. On va avoir un comportement assez indiciel, comme ce qui s'est passé cet été, et donc en relatif assez peu d'impact. Vivendi souffre la comparaison pour les gens qui cherchent un pure player des médias sur les pays développés, donc sur l'Europe. Comme Vivendi n'est pas que cela et ne vit pas de la publicité comme RTL Group ou des groupes équivalents en Italie. Et effectivement, il y a tendance à arbitrer vers des pure players. Voilà. Alors, Groupe Eurotunnel, on en a parlé un petit peu aussi, donc plutôt des très bons résultats. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action ? Safran, l'achat magique, il faut quand même le dire de Thomas. Safran est rentré dans le portefeuille
l'annonce qui rentre dans l'indice sur Stock 50 vient 2 jours après. Il y a des achats de couverture. Parfois, on peut avoir de la chance. Donc, non, les fondamentaux étaient bons. Oui, et d'ailleurs, sinon, il ne serait pas rentré dans l'indice. La cerise sur le gâteau, voilà. C'est qu'il rentre C'est comme la cerise sur le gâteau. Je promets, monsieur le juge, que je ne savais rien. Il s'agit bien de notre processus d'investissement. Alors, il y a un résultat qui a été regardé d'assez près, c'est Elior, qui sort des très bons chiffres. Comme nous, on a du Sodexo. Hein. Oui. Donc voilà, d'abord, ça ne fait pas le contraire. Ça prouve que ce métier-là, toujours la même chose, c'est dans les pays développés qui donnent des services alimentaires aux collectivités. Donc ça c'était une très bonne nouvelle. On a eu les chiffres d'Iliad aussi. Alors Iliad, ça a déçu, même si c'est le cash flow qui déçoit, alors que la stratégie commerciale est bonne, mais il déçoit justement parce qu'on va le chercher. L'arrivée des SFR numéricables regroupés, ça a forcément des impacts, et notamment sur celui qui était le flibustier précédent. Oui, alors après, il y a 2 stratégies toujours, hein. C'est la croissance ou la rentabilité. On voit bien que Patrick Drahi, lui, serre les coûts et a besoin de sortir des cash flows, quitte à dégrader le nombre d'abonnés, et que Xavier Niel est plutôt encore dans l'expansion tous azimuts. Hein. C'est un peu ça que... Moi, la conquête de Drahi est impressionnante. À un moment, il faut agréger tout cela, le rendre homogène. Iliad est plutôt dans la phase où il rend homogène. Maintenant, j'allais dire, il est en train de devenir un opérateur comme tout le monde. Et puis après, des progressions telles que celles qu'on a connues sur ses cours, je pense qu'il faut être sage. Aujourd'hui, on va attendre la transformation. La déception sur les free cash flow, moi, m'ennuie un peu parce que... la baisse des free cash flow m'ennuie parce qu'on est quand même dans les modèles d'endettement et ça va très très vite dans tous les sens. Donc c'est ce qui avait généré la hausse du titre. Je pense que ça pourrait peser un petit peu sur le titre. On est plutôt sur les opérateurs traditionnels. On a du Orange, on a du KPN et du Téléfonica. Et qu'on n'aura plus. Qu'on n'aura plus, mais c'est quand même les traditionnels qui sont plus assis, on va dire. Exactement. Alors, autre actualité, les marchés automobiles, on en a parlé aux États-Unis, et en Europe qui sont bons. Qui sont bons en Allemagne, qui sont bons en France, qui sont bons en Italie, qui sont exposés en Espagne, mais bon, on est passé par un point bas. Alors, le problème, c'est que les titres, ils sont dans les palmarès tous les jours, à la baisse un jour et à la hausse le lendemain. C'est très compliqué de s'infiltrer dedans. Oui, et puis nous, on a quand même fait quelques mouvements d'ampleur sur les constructeurs automobiles, en vendant, en gagnant pas mal d'argent. On a gagné beaucoup d'argent. Pour nous, il va falloir attendre un peu que ça se stabilise, parce qu'entre la croissance chinoise, pas au rendez-vous, alors qu'on attendait beaucoup de pénétration sur ces marchés-là, et de l'autre côté, des chiffres impressionnants ici, mais on sait qu'il n'y a pas beaucoup de marge, je pense qu'il faut rester un petit peu en retrait pour l'instant du secteur automobile. Un tout petit modèle Tran qu'on a en portefeuille, qui a publié des chiffres qui ont été meilleurs que ceux qu'on attendait, parce qu'Altran est obligé de mener une très grosse réorganisation en Allemagne. Et au premier semestre, il maintient ses objectifs de 10% de marge, ce qui est beaucoup. Alors c'est un métier particulier. Voilà donc pour l'actualité. Et puis, on a du Vinci, mais Thomas a regardé Eiffage. Alors oui, on a regardé... on a regardé Eiffage. Eiffage, on est en train d'arriver au bout des histoires qui nous inquiétaient, notamment en matière de refinancement de dette. Ça c'est pas mal, on y voit un peu plus clair. La construction, il y a des bonnes prises de commandes sur le secteur, et en particulier chez Eiffage. Les routes, les travaux reprennent, y compris en Espagne. C'est un vecteur de développement important pour eux, alors qu'ils avaient connu des grosses dégradations là-bas. L'immobilier, le secteur de l'immobilier, il suffit de regarder tous les journaux de cette semaine pour comprendre qu'on a intérêt à acheter. Alors, il va falloir qu'on m'explique comment en une semaine tout a changé. C'est simplement par crainte de la hausse des taux, à vrai dire. Donc, on achète par crainte d'une hausse des taux. Et est-ce qu'on achète de l'immobilier, non. Mais de l'Eiffage. De l'Eiffage, probablement, puisqu'on a un bel upside. On a un objectif de cours à 64%. Et on a peut-être un petit catalyseur en ce moment. Donc, il est probable qu'on en achète un petit peu. On est dans un concept de ce que les marchés recherchent. C'est-à-dire des gens qui sont très orientés sur les pays, les grands pays développés. Donc là, on a déjà vendu Téléfonica pendant cette émission. Ouais. On acquiert de l'Eiffage. Quelle hauteur? On va vendre toute la ligne de Téléfonica et on achètera, pour commencer, 1% d'Eiffage. D'accord. Comme on a 2,84 de Vinci, ça fait une exposition sur ce secteur-là. À propos de potentiel, vous nous avez apporté un tableau, Thomas, que vous allez nous commenter. Parce que vous savez qu'en effet, une des
caractéristique d'interaction, c'est de se fier à cette boussole des potentiels et d'orienter finalement ses choix en fonction des différents potentiels. Comment est-ce qu'ils sont calculés ces potentiels? Absolument. Alors, on fait un consensus des analyses financières que nous avons, des différents analystes, du consensus FactSet, du bureau d'Alpha Value, d'Odo, du CIC, de CMCIC Securities. Donc, tous les gens qui suivent de près en permanence ces sociétés et qui émettent des recommandations. Plus toutes les analyses qui tombent sur nos écrans. Nous les compilons. Et nous regardons ce que, si on applique à chacun des cours cibles le titre, ce que ça va donner pour Interxion et pour le CAC 40. Et donc, vous retrouvez dans la colonne au bout à droite le cours du CAC au 31 décembre 2014 qui était de 4272,75 et le cours cible que nous avions à l'époque, nous avions un upside, un potentiel de 12,78 à 4818,60. C'est intéressant de voir, alors c'est pas une martingale, j'insiste, mais qu'on a touché ce cours, qu'on est même allé au-delà, qu'on est aujourd'hui redescendu. Mais toujours est-il qu'à l'époque, dans le même temps, on avait le même potentiel sur Interxion, le même pourcentage. Et puis, dans les colonnes que vous voyez à l'écran, on voit le cours actuel, 4653 pour l'indice, et le cours actuel d'Interxion, 340,41. Tout à droite et tout à gauche. Donc tout à droite, c'était début de l'année par rapport aux objectifs de fin d'année. Et cours actuel, c'est la colonne de gauche. Exactement. Et sur la colonne tout de suite à droite du cours actuel, vous avez le cours cible actuel. Et vous voyez que sur le CAC 40, là où nous avions un cours cible de 4818, on a aujourd'hui un cours cible de 5400. Autrement dit, à date aujourd'hui, on a 16% de potentiel sur le marché. Et il y a eu une grosse révision des cours cibles. Pourquoi? Parce que les résultats étaient meilleurs que prévu. Et on l'a bien vu pendant cet été quand ça tombait, ça s'est confirmé. Au bémol évidemment de l'accident chinois, grec d'abord, chinois ensuite. C'est ça que j'allais dire, c'est que malgré justement ce décrochage chinois, on reste sur un marché ambitieux grâce aux résultats des entreprises. Stable, exactement. Et ambitieux et plutôt stable puisqu'au 31 juillet, nous avions à peu près le même cours cible. Vous voyez d'ailleurs une colonne en vert à l'écran, VAR révision 0709, c'est les variations des révisions fin juillet et au 3 septembre à ce matin. Et puis, dans cette même colonne, on a classé toutes celles, par ordre décroissant, toutes celles qui ont connu des révisions à la hausse. Donc la colonne verte au centre. La colonne verte au centre, voilà. Et on voit par exemple le chiffre de 20,13. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que entre le début de l'année et aujourd'hui, on a eu une révision de 20% du cours objectif. Et que nous, je vous le rappelle, on en avait acheté et qu'on a continué d'en acheter d'ailleurs, malgré la hausse. Pourquoi? Parce que ces révisions nous confortent dans l'idée que le titre a probablement un potentiel bien plus élevé encore. On a fait ce classement pour quelle raison? Pour que ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, puissent comprendre que quand un titre peut avoir un potentiel qui est encore inférieur au marché. Alors là, ce n'est pas le cas de Technicolor, mais Thales, par exemple, a un potentiel de 9%, là où je viens de vous dire que le marché a un potentiel de 16%. Eh bien, cette dynamique de révision nous aide beaucoup, nous gérants, parce qu'elle nous conforte dans l'idée qu'on peut les garder. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, il y en a quelques-uns qui vont mal, mais j'ai peut-être pas le temps de le commenter aujourd'hui, mais on le reprendra ce tableau parce que à mesure que les chiffres tombent, et donc, on infirme ou on confirme tout l'espoir qu'on a dans notre titre. Pour moi, c'est la stratégie d'anticiper sur l'anticipation. C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est exactement ça. Mais surtout, ça nous donne des signaux vendeurs. Je vous rappelle qu'on a vendu du Schneider, et je voulais insister là-dessus, on a vendu du Schneider à 67. C'est pas parce qu'on est plus malin, c'est parce qu'on s'est dit, et je l'ai répété ici, qu'il faut savoir vendre les titres. Quand vous avez un cours objectif et qu'il est atteint et qu'il n'y a pas une révision à la hausse de l'objectif, il n'y a plus grand-chose à attendre. En tous les cas, derrière, évidemment, nous faisons, nous, l'analyse financière des titres pour conforter notre décision. Mais ça, c'est un processus d'aide à la décision dans le processus de gestion d'Interxion. Et donc, on voit que ceux qui ont le plus de potentiel à l'heure où l'on parle, c'est Technicolor, Thales, Safran, Sanofi ou Airbus. Oui, exactement. Donc, on s'accroche à ces valeurs. Et j'insiste sur Sanofi parce que Sanofi, 16% de révision, enfin 6% de révision, pardonnez-moi, avec un upside de 16, là où le marché a un potentiel de 16. Ça va être dur de battre cette partie de l'indice. De l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, on a un Total, par exemple, sur lequel on a malgré tout encore aujourd'hui un potentiel de 15, mais il n'y a pas eu de révision à la hausse. On a travaillé Total en tactique, je le rappelle. Voilà, donc en effet, ça exprime bien ce qu'est la gestion, à la fois bien sûr de l'intuition, des convictions, et aussi du travail méthodique, quotidien, systématique sur les chiffres. Parce que l'économie, ce sont des chiffres, il y a des bilans derrière, des objectifs de cours, des valeurs et des prix qui se déterminent et ça permet de guider les prix. On résume.
On sort de Telefonica, on rentre dans Eiffage. Est-ce qu'il y a d'autres arbitrages cette semaine? Non. On touche pas trop au portefeuille. Voilà. C'est vrai que c'est un peu de la tôle ondulée en ce moment, comme on dit. dit, avec des grosses secousses. Il faut rester attentif et opportuniste. Merci, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci.